Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Mais est-ce qu'en réalité, on ne s'aperçoit pas que pendant un certain nombre d'années, il a fallu répondre à des problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, en fait, de progression de la population et puis de répondre à leurs enjeux alimentaires dans un milieu ou à une époque où on ne connaissait pas tout ça. On connaissait mal tout ça. Alors, moi, c'est ce que j'ai envie de croire. Alors, est-ce que c'est vraiment la vérité? Mais aujourd'hui, notre connaissance s'affine et on arrive justement à mieux répondre à ces enjeux-là, en considérant que, ok, on a mal fait. Encore une fois, en fait, on essaie de revenir à un état premier qui ne nous fera pas moins bien manger, au contraire, bien mieux, et où on produira moins parce qu'on réussira à mieux calibrer. Mais encore une fois, ma question porte sur le fait que, est-ce qu'avant, vraiment, on ne savait pas et les progrès scientifiques nous ont permis de tendre vers une meilleure connaissance pour proposer ces alternatives à l'agriculture conventionnelle? Ou non, pas vraiment, parce qu'on était dans des processus complètement différents, avec des logiques financières et industrielles complètement différentes. Déjà, moi, j'étais pas là à l'époque où ça s'est fait, toi non plus. Déjà, peut-être sans parler des choses qui fâchent, on a fait ça parce qu'à un moment, il y a eu un besoin. Tu l'as bien dit. Donc nous, on tire surtout pas on vient pas sur l'histoire. Il y a eu un besoin de produire plus à un moment, et c'était logique pour nourrir les populations. L'histoire nous aide à pas répéter aussi les conneries. Et donc, exactement. Mais alors ça, on est très très mauvais à ça. Donc, je sais plus qui disait une citation, alors je sais pas si elle est récente ou ancienne, c'est les politiques des années 60 ont marché, c'est justement pour ça qu'il faut les changer. C'est que si ça a marché, tu as réussi à changer un État, tu fais un plan, que ce soit consultant ou politique, pour atteindre une cible. Une fois que tu l'as atteint, l'état final est différent de l'état initial, donc la politique qui t'a mené de A à B n'est plus valide par essence. Ça fait 60 ans qu'on n'a pas changer le logiciel. C'est complètement dingue. Ouais. Donc, c'est extrêmement juste ce que tu dis. Donc, si tu as compris ça, tu te dis, en fait, sans vouloir faire de procès d'intention à quiconque, de toute façon, il faut changer les choses parce que le contexte a beaucoup évolué depuis, au niveau français, au niveau international, et voilà. Donc, déjà, il faudrait au moins admettre ça. Et après, si tu veux rentrer dans des trucs un peu plus polémiques, tu te dis que tous les rapports qui sortent aujourd'hui montrent, sur l'agriculture, en gros, je ne sais pas répondre à ta question, mais sur le changement climatique, on sait depuis toujours. Il y a quand même des gens qui, je crois, avant la fin du 19e siècle, alertaient sur le fait que la révolution industrielle causerait des hausses de CO2. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 150 ans qu'on le sait, quoi. Ou 130 ans, on va dire. Donc, il y a déjà des gens. Après, là où on le sait pour sûr, sur le fait qu'on sait exactement ce qui va se passer, ça, c'est au moins les années 70. Ça fait 50 ans que les gens ils nous alertent et qu'ils savent très bien ce qui se passe. Et à chaque fois qu'on regarde ce qu'ils avaient prédit à l'époque, on se dit, merde, 1, ils avaient raison, 2, c'est pire que prévu. C'est souvent ça les conclusions. Même le GIEC, d'une année sur l'autre, quand ils regardent leur truc, ils disent, ok, mais bon. Ok, donc c'est plutôt quand même ça le sens de l'histoire. 3, tu prends pétrole, tabac. L'histoire récente montre que l'industrie du tabac et l'industrie du pétrole savaient exactement ce qu'ils faisaient dans les années 70. De là à penser qu'on le savait déjà sur l'agriculture, moi je suis désolé, je pense que oui aussi. Pour autant, il y avait un besoin, sorti d'après-guerre, tout ça, nourrir la population. Donc les choix, ils ont été faits comme ça. On peut l'admettre, se dire que de toute façon, c'est pas important dans l'absolu de savoir jusqu'à quel point il y a eu du cynisme là-dedans. Fondamentalement, maintenant, il faut changer. Il n'y a pas d'autre alternative. Et Ferme Envie essaie de contribuer à ça? Nous, on essaie très modestement à l'heure actuelle. Donc, Ferme Envie, moi, j'ai monté ça en 2020. Donc, ça a maintenant bientôt 4 ans. On a une vingtaine de personnes qui œuvrent à déployer ces pratiques agroécologiques sur le territoire français. Comment est-ce qu'on fait ça? On s'est rendu compte qu'un des obstacles à l'heure actuelle à l'installation, c'est l'achat de la ferme. Ce qu'il faut se dire quand même, parce que je pense que tout le monde n'aura peut-être pas le contexte de l'installation agricole à l'heure actuelle, mais il y a un peu moins, je crois, d'1 million d'actifs agricoles en France, dont 400 000 chefs d'exploitation. Donc, en gros, les entrepreneurs agricoles, ce qu'on appelle les agriculteurs qui ont une ferme. Un peu moins de 400 000, je crois que c'est même 389, j'ai vu récemment. Alors tu parles d'agriculteurs au sens large. Forcément d'éleveurs? Non, agriculteurs, dont une très bonne partie d'éleveurs. Oui, alors honnêtement, j'ai même pas la stat en tête, mais il y a énormément de polyculture élevage en France, donc voilà. D'accord, ok. Donc il y a beaucoup d'éleveurs aussi. Mais ce sont tous les agriculteurs au sens large, et la moitié d'entre eux appartiennent à la génération justement de nos parents. 200 000 près de 200 000 qui partent à la retraite en ce moment, ou
ou dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que, avant même de parler d'agroécologie, le sujet dans la plupart des pays qui ont eu cette génération d'après-guerre est un sujet de renouvellement.